Bien, donc après l'étude de ce premier mouvement, la démonstration de l'égalité entre les humains sur le texte, hein, toujours bonne mère nature de la Boétie, nous allons évoquer maintenant le deuxième paragraphe qui correspond à notre deuxième mouvement, la liberté pour tous, conséquence de l'égalité. Pour rappel, ce premier mouvement, hein, je me base ici sur la transition, le bilan, hein, c'est un premier mouvement qui cherchait à montrer la démonstration de l'égalité entre les humains, démonstration qui fonctionne parfaitement bien grâce à une forte dimension argumentative dans ce texte d'une part, évoquant le fait que la nature est donc un modèle à suivre, on l'a démontré auparavant, hein, dans ce premier mouvement, que le philosophe réfute de toute façon l'origine divine de la violence, parce qu'il montre bien qu'il y a un modèle où l'homme est naturellement bon et fraternel par ailleurs, qui fonctionnerait donc par l'entraide. On est bien sur des idées qui semblent forcément assez modernes à l'époque, d'autant plus qu'il évoque les clivages habituels, hein, forts, faibles, etc., sur lesquels lui souhaite démontrer qu'il y a d'autres possibilités. Donc ça, c'était pour le mouvement 1. Le mouvement 2, vous voyez qu'il est nettement plus court, hein, ce qui permet aussi d'en dire un peu moins si on a été bien précis dans le premier mouvement. Mouvement 2 qui, là encore, se construit sur la période rhétorique. Pour rappel, si vous n'avez pas vu la première évocation tout de suite, la période rhétorique, j'espère que ça va vite revenir, c'est justement une construction argumentative fonctionnant avec la protase, le sommet, l'apodose et éventuellement la clausule. Donc c'est ce qu'on retrouve dans ce deuxième paragraphe ici, avec là encore une accumulation de propositions subordonnées circonstancielles qui ont finalement pour effet de faire attendre la proposition principale contenant la conséquence en plus du raisonnement. Pourquoi la conséquence? Parce que justement, dès le début, s'annonce avec le terme puisque une proposition subordonnée qui est complément circonstanciel de cause. Voilà, donc on s'intéresse encore une fois à cette période rhétorique et à sa construction. On mentionne encore une fois peut-être le retour de la nature aussi avec la périphrase « cette bonne mère ». On évoque encore une fois le nous, on peut passer très rapidement dessus puisque normalement on l'a déjà dit, hein, un nous qui permet à l'auteur et ses lecteurs ou auditeurs de faire communauté, une communauté humaine, puis le tous déjà mentionné aussi dans les lignes précédentes, hein, je pense à la ligne 3, qui là encore permet de montrer que nous sommes évidemment tous concernés par ce pronom. Alors, dans la construction de la phrase, on remarque qu'il y a quand même un parallélisme, nous a donné à tous, nous a tous logés, nous a tous façonnés, etc. Donc ce parallélisme permet aussi d'avoir une énumération de propositions qui sont, on le voit avec mes barres obliques ici, d'abord juxtaposées. Ça marque bien la similitude et l'union du genre humain ici, puisqu'on martèle cette idée de nous plus tous. On arrive justement aussi aux termes qui peuvent être importants de même maison, même patron qu'on avait, que je ne retrouve pas, je me demande si on les avait pas justement avant la... Pardon, même maison ici et même patron à la ligne 17. Voilà, là encore on a un système répétitif, hein, qui évoque encore une fois un parallélisme. Puis on arrive à la deuxième proposition subordonnée. Ici, avec afin que, évoquant donc un cessez de but, qui permet cette fois d'appuyer la vision de l'auteur qui fonctionne, on l'a vu auparavant, sur une idée fraternelle et nouvelle qui est l'entraide. On enchaîne aussi avec d'autres propositions subordonnées, on en a déjà croisé auparavant, elles sont essentielles, encore une fois, des propositions subordonnées de conditions ou d'hypothèses qui évoquent trois hypothèses ici, le don de la parole, la solidarité, puis ensuite la fraternité. On se base d'ailleurs sur un champ lexical de la fraternité fort, hein, dans ce second paragraphe, notamment avec fraterniser ici,
compagnon, j'ai mis également commune, mutuelle, communion, alliance qui doivent effectivement se retrouver au long de ce texte. Je vous rappelle que vous le faites de manière plus linéaire que moi l'oral. Là pour l'instant c'est pour que vous puissiez mieux comprendre ces idées. Puis mentionnez bien qu'effectivement nous sommes avec cette idée de tous, comme je l'ai évoqué tout de suite, un seul finalement, une individualité marquée par cette union. L'humain est donc consolidé. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est seulement à la ligne 24, avec le « il ne faut pas douter que », qu'apparaît enfin, dans notre période rhétorique, la proposition principale. Finalement, à quoi ça sert d'avoir la proposition principale qui est retardée ? Eh bien, pour nous, c'est une question de suspense, puisque voici la conséquence. Et quelle est la conséquence, d'ailleurs marquée ici avec une modélisation forte, qui marque une obligation impersonnelle ? Et bien cette conséquence, c'est tout simplement, c'est pas n'importe laquelle, c'est la liberté de l'homme, qui encore une fois, avec le mot nature ici mis en adverbe naturellement, montre bien que grâce à cet adverbe de manière, l'argument est essentiel depuis le début, puisqu'on avait les répétitions du mot nature. On y adjoint d'ailleurs le terme libre, comme quoi c'est une affirmation absolument incontestable, encore une fois grâce à quel argument, mais celui de la nature, ce qui prépare finalement la dernière phrase qui va arriver ensuite. Je passe rapidement sur le « puisque nous sommes tous compagnons », encore une fois il pose ça comme une évidence. La thèse est donc ainsi posée telle une vérité donc absolument irréfutable. Par contre, ce que lui réfute, et il ne peut venir à l'esprit de personne que la nature en ait mis certains en servitude. Je l'ai à peine mentionné, mais il y a cette négation là de ne peut venir à l'esprit de personne que, négation restrictive notamment. On réfute la servitude, on oppose de toute façon ici deux termes avec l'antithèse, c'est libre, ligne 25, et servitude, ligne 27. La servitude est donc bien ce qui divise les hommes entre eux et qui amène particulièrement au conflit qu'on avait pu observer dans les structures auparavant, les uns, les autres, etc. Finalement, cette répétition de nature dans l'ensemble du texte est essentielle, puisqu'on l'a déjà dit, c'est quand même un concept divin sur lequel repose toute l'argumentation de la Boétie. Comme c'est divin, c'est donc irréfutable. Et de nouveau, on pourra commenter le « puisque » ici évoquant un complément circonstanciel de cause. Il y en a deux en réalité, ligne 25, puis dans la dernière phrase, ligne 27. La nature est donc une des origines, et l'origine essentielle, le fondement de l'égalité même. Finalement, pour cette deuxième partie, ce deuxième mouvement, il s'agit donc bien de montrer que la Boétie déduit à la manière d'un philosophe, c'est un raisonnement logique, déduit de l'égalité démontrée entre les hommes, que la liberté, elle aussi, finalement, est naturelle, en plus d'être essentielle. C'est une liberté au sens humaniste, puisqu'elle est laissée par Dieu à l'homme qui, lui, a le pouvoir d'agir. Ok ? On peut fonctionner sur le syllogisme suivant. Si les hommes sont égaux devant Dieu, donc les hommes sont libres entre eux, comme Dieu. Voilà, en gros, le syllogisme sur lequel s'appuie le raisonnement de la Boétie. Donc, je vous rappelle aussi d'un point de vue méthodologique que si ici je vous ai donné les idées, les pistes, il vous appartient de le reformuler et surtout d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez vous commenter en à peu près 10 minutes, question de grammaire non comprise.